Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui résonne un peu trop fort dans notre quotidien urbain, l'isolation phonique en appartement. Bref, fini les mythes et les vieilles légendes des boîtes à eux collées sur les murs pour s'isoler. Là, on va se baser sur de vraies données scientifiques et sur la réalité du bâtiment pour comprendre comment enfin retrouver le calme chez soi. Et pour bien comprendre l'ampleur du problème, il y a un chiffre absolument frappant. 54%. Selon l'enquête IFOPS Place Qualité Tel de 2025, 54% des personnes qui vivent en appartement en France souffrent de nuisances sonores. C'est littéralement une épidémie invisible. Parce que oui, le bruit épuise, le bruit stresse, et surtout, il se propage à travers les murs avec une facilité vraiment déconcertante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de s'en protéger. Bon, on y va. Voici notre plan d'action pour décortiquer tout ça. 1. Les 3 types de bruit. 2. Le diagnostic indispensable. 3. Les solutions clés par surface. 4. Le choix des matériaux. 5. Le budget et les aides financières. Et 6. Les erreurs à éviter. C'est parti. Première partie, les 3 types de bruit. Car pour combattre son ennemi, il faut d'abord comprendre comment il se déplace. Parce que non, tous les bruits ne naissent absolument pas égaux. D'abord, on a les bruits aériens. Eux, ils se déplacent librement dans l'air avant de s'écraser contre les murs. Typiquement, les conversations bien animées ou la télé du voisin. Ensuite, il y a les bruits d'impact, ce qu'on appelle aussi les bruits solidiens. Là, c'est un choc direct sur la structure même du bâtiment, comme des talons sur le parquet ou un objet lourd qui tombe. L'onde de choc fait littéralement vibrer le béton. Et enfin, les bruits d'équipement, comme l'ascenseur ou la VMC, qui mélangent souvent propagation dans l'air et vibration dans les murs. Ce qui nous amène à la règle d'or de l'acoustique. C'est vraiment le secret de toute bonne isolation, le principe masse, ressort, masse. Il faut imaginer une première masse lourde, c'est le mur d'origine. On y ajoute un matériau souple qui va agir comme un ressort amortisseur et on referme le tout avec une nouvelle masse lourde comme une plaque de plâtre bien dense. Et l'astuce absolue là-dedans, c'est la désolidarisation totale. Les couches ne doivent surtout pas se toucher rigidement, sinon la vibration passe quand même. C'est vraiment la souplesse du ressort au milieu qui va venir tuer l'énergie du son. Deuxième partie. Le diagnostic indispensable. C'est la toute première étape à valider avant même de sortir le moindre outil. Le point crucial ici, c'est de réaliser à quel point le son est un vrai tricheur professionnel. Dans 60% des cas, le bruit contourne tout simplement le mur qu'on soupçonne. Il va voyager par le sol, ramper par le plafond ou s'infiltrer ni vu ni connu dans les gaines techniques. C'est ce qu'on appelle les transmissions latérales. Voilà pourquoi investir, parfois jusqu'à 1 500 € dans un diagnostic acoustique fait par un pro, c'est une décision brillante. Ça évite tout simplement de balancer 10 000 € pour blinder un mur, alors qu'en fait, la voix du voisin passait par la prise électrique du plancher. Troisième partie, les solutions clés par surface. On commence notre visite médicale de l'appartement. On s'attaque d'abord au mur mitoyant, le champ de bataille numéro 1 contre les bruits aériens. L'objectif, c'est d'atteindre un niveau de confort d'au moins 53 décibels de réduction acoustique. C'est le chiffre magique à viser pour ne plus du tout avoir l'impression que le film d'action du voisin est projeté en plein milieu de notre propre salon. Et parmi toutes les options possibles pour les murs, il y a un grand gagnant qui s'impose direct, l'ossature métallique, désolidarisée. Eh oui, on retrouve en pleine action notre fameux principe masse, ressort, masse. C'est le vrai standard des pros. Avec un gain énorme qui peut aller jusqu'à 20 décibels, la différence est juste monumentale. Bon, évidemment, ça demande de sacrifier jusqu'à 15 cm d'espace habitable, mais comparé à un simple doublage collé, qui coûte moins cher mais qui manque cruellement de désolidarisation, honnêtement, le jeu en vaut largement la chandelle. Allez, on descend d'un étage pour s'occuper des sols. C'est là que se mène la guerre acharnée contre les bruits d'impact. Ça demande beaucoup de pragmatisme et un peu d'empathie, car les règles de copropriété sont super strictes là-dessus. La transmission sonore ne doit absolument pas dépasser les 58 décibels vers l'étage du dessous. Il faut savoir qu'un simple changement de parquet, s'il est fait sans précaution, ça peut carrément entraîner l'obligation légale de tout arracher. Donc, pour les sols, la petite sous-couche acoustique, c'est vraiment le strict minimum syndical. Mais si on cherche des performances incroyables, la chape flottante, c'est la voie royale. Elle est coulée sur un isolant, sans aucun contact avec les murs, et elle offre un gain spectaculaire de 20 à 35 décibels. Sauf que la physique nous rattrape vite. Une chape flottante, ça rajoute un poids massif, environ 150 kg par mètre carré. Donc, il est absolument impératif de faire vérifier la solidité de la dalle en béton avant de se lancer. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on lève les yeux vers le plafond. C'est sans aucun doute la surface la plus complexe et la plus frustrante à traiter. Subir les bruits de pas lourds qui résonnent depuis la part du dessus sans pouvoir agir à la source chez le voisin, c'est le pire cauchemar en habitat collectif. Et là, il y a une vérité un peu difficile à entendre concernant les faux plafonds. Un faux plafond autoportant, c'est génial pour stopper les bruits aériens. Ça bloque très bien les voix ou la musique jusqu'à 25 décibels. Mais pour les bruits d'impact, la réalité fait mal. Le gain est très limité.
Pourquoi? Tout simplement parce que les ondes de choc des bruits d'impact descendent le long des murs porteurs et des piliers d'immeubles. Elles contournent le faux plafond par les côtés. Le plafond absorbe le bruit dans l'air, oui, mais il ne peut pas absorber les secousses de la structure tout entière. Quatrième partie, le choix des matériaux. Parce que ce qu'on cache à l'intérieur des murs peut totalement sauver ou complètement ruiner l'investissement. Et ça illustre brillamment l'un des pires pièges quand on rénove. D'un côté, on a les matériaux fibreux, comme la laine de roche ou la ouette de cellulose. Ils sont denses, poreux, et ils étouffent le son en piégeant les vibrations dans leurs fibres. L'idéal absolu pour l'acoustique. Mais de l'autre côté, on a les grands champions de l'isolation thermique, le polystyrène ou le polyuréthane. Pour garder la chaleur, il n'y a pas mieux, mais pour le phonique, c'est un désastre total. Leur structure rigide à cellules fermées agit exactement comme la peau d'un tambour. Ils transmettent les vibrations d'un bout à l'autre de la pièce sans aucun problème. Cinquième partie, le budget et les aides financières. Le moment de vérité pour le porte-monnaie. Pour se lancer là-dedans, sans se ruiner, il y a un ordre de priorité ultra précis recommandé par les experts. Toujours, et je dis bien toujours, commencer par le diagnostic. Ensuite, on remplace les fenêtres si la rue est bruyante car l'effet est immédiat. Après, on isole le mur le plus exposé. L'étape numéro 4, on l'oublie presque à chaque fois, c'est la porte palière. Elle laisse passer tous les bruits de couloir et d'escalier. Et enfin, on termine par le plafond, vraiment en dernier recours, vu la difficulté de bloquer les impacts. Si on fait le total, pour un appartement classique de 65 mètres carrés, la facture pour une isolation globale va tourner entre 7 000 et 11 100 €. C'est un sacré budget, c'est sûr. Mais attention, voici la petite astuce de maître. L'isolation acoustique en elle-même ne donne droit à aucune subvention. Par contre, si on combine ces travaux pour atteindre aussi une bonne performance thermique, avec une résistance supérieure ou égale à 3,7, bingo, on débloque MaPrimeRénov', les aides CE et on fait même tomber la TVA à 5,5%. Un double effet qui rend la facture beaucoup plus légère. Sixième et dernière partie, les erreurs à éviter, le petit check-up final pour protéger son investissement. C'est un peu les 5 péchés capitaux de l'acoustique. Zapper le diagnostic initial ou utiliser du polystyrène, ce sont des erreurs qu'on a bien comprises maintenant. Coller un doublage directement au mur, ça détruit complètement la fameuse désolidarisation. Oublier les joints périphériques sur un seul flottant, ça le transforme en transmetteur géant. Mais le pire, c'est le fameux pont phonique. Il faut bien s'imaginer la chose. Une seule prise électrique non étanche, un tout petit trou mal bouché, et boum, ce sont 5 à 10 décibels d'isolation qui s'envolent dans la nature. La précision chirurgicale, c'est pas une option, c'est indispensable. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion un peu provocatrice. Chercher le silence absolu quand on vit entouré de voisins, en haut, en bas, à côté. Est-ce que c'est une norme vraiment atteignable ou juste une douce illusion qui coûte une fortune? Avec les limites physiques des bâtiments, la perfection absolue n'existe pas. L'idée, c'est plutôt de trouver le bon équilibre entre les limites de la structure, le budget et la valeur inestimable d'avoir enfin un peu de paix chez soi. Au final, la vraie question c'est: quel est le juste prix pour s'offrir de la tranquillité au quotidien?